Dans cette nouvelle vidéo, je vais aborder avec vous le sujet de la localisation des carpes. Est-ce qu'il y a des signes extérieurs qui trahissent leur présence ou est-ce qu'il faut se fier à notre instinct de pêcheur? Perso, la plupart du temps, c'est un peu l'expérience, les réussites et les échecs qui font que je décide de placer mon montage ici plutôt que là. Néanmoins, pour beaucoup, la topographie du lieu de pêche décide à leur place. Et à la vue de certains indices, ils se précipitent et finissent capot. Pourtant, les spots étaient évidents, hein? Comment ça se fait? Ben justement, ils étaient peut-être un peu trop évidents. Je vous abandonne 10 secondes pour vous abonner et on va les localiser, soyez sans crainte. Bonjour, c'est Hubert, j'espère que vous allez bien. Lorsqu'on arrive sur un plan d'eau totalement nouveau, pour une session de plusieurs jours, il est très judicieux de n'avoir aucune précipitation dans le choix du poste. Il est souvent plus approprié de perdre un peu de temps au début et de se dire que ce n'est pas parce que les montages ne sont pas dans l'eau que l'on ne pêche pas. La localisation des poissons ou des lieux où ils sont susceptibles de se trouver diminue considérablement le temps d'attente entre la pause du montage et la touche. Et le temps qui semblait perdu est alors vite rattrapé. Au début du carp fishing, toutes les revues halieutiques préconisaient une approche lente d'un nouveau grand lac, et que l'observation était la clé de la réussite, et donc de flâner le long des berges pour visualiser les différentes manifestations des carpes dans leur milieu naturel. Sauts, marsouinage, bulles. Eh bien croyez-moi, si dans mes 35 ans à arpenter les berges de toute l'Europe, je n'avais attendu que ces fameux indices pour choisir un poste, je n'aurais que rarement déchargé la voiture, et il y aurait des toiles d'araignée sur les cannes. Et puis en grand lac, quand elles se manifestent, c'est souvent lorsqu'elles se déplacent. À Cabanac, vous pouvez voir sur certains postes plusieurs dizaines de sauts de carpe en plein chenal, sans en piquer une seule, et ce, toute une semaine, parce qu'elles ne font que passer. Désolé de vous flinguer votre espoir dès le départ, mais ça se passe que très rarement comme ça. Alors bien sûr, il y a la topographie du plan d'eau, îles, herbiers, obstacles, etc. Et avec ça, on peut déjà se faire une idée de l'endroit où elles sont susceptibles d'être ou de passer. Et ça permet de délimiter un secteur particulier, et il suffit ensuite d'affiner cette recherche à la canne ou avec un échosondeur pour mettre à jour d'autres indices invisibles de la surface. Mais même ça, aujourd'hui, ça peut s'avérer être un piège. Vous allez comprendre pourquoi au fil de cette vidéo. Vous pouvez aussi vous renseigner auprès des pêcheurs, toutes techniques confondues, pour essayer d'en tirer quelques informations. Mais attention, de ce côté-là, ne cédez pas au chant des sirènes sur la prise de poissons records sur tel ou tel poste. Ces informations ne doivent en aucun cas être prises pour argent comptant. Elles doivent uniquement venir conforter vos observations sur le terrain et permettre d'analyser exactement la situation. Je vais essayer de passer en revue la plupart des options qui font que le poisson se trouve ou peut potentiellement passer dans les parages. S'il y a une chose qui attire le pêcheur de carpe comme un aimant, c'est bien les îles. Les îles sont normalement très propices à la prise de carpe. Enfin, c'est ce que pensent souvent les carpistes en arrivant sur un plan d'eau. Malheureusement, si ça pouvait être vrai il y a quelques années, une pression de pêche trop importante en a rendu certaines totalement improductives. Et elles peuvent le rester pendant de très longues périodes. Il s'agira alors, dans ce cas, de se renseigner sur le nombre de carpistes qui fréquentent les lieux. Néanmoins, elles restent dans de nombreux cas intéressantes. Pour le placement des montages et pour que ceux-ci soient productifs, il faut quand même respecter quelques règles fondamentales sur le comportement des carpes. Le plus près de l'île n'est pas forcément le meilleur, à moins que celle-ci possède des berges avec des cassures très prononcées. Si l'île est loin du bord et que la pose des montages se fait uniquement par le biais d'une embarcation, il est possible qu'elle soit prolifique en totalité. Par contre, une relative proximité du bord du plan d'eau rend souvent la berge qui nous fait face bien inférieure en termes de départ. Dans ce cas, il faut privilégier les extrémités, ce qui permet de piquer les poissons en poste sur la berge opposée de l'île. Un herbier est généralement un bon garde-manger, puisqu'il permet à beaucoup d'invertébrés de trouver eux aussi protection et nourriture. Quelle que soit sa localisation, près du bord ou au large, les carpes viennent obligatoirement se nourrir auprès de celui-ci. Jusqu'à 10 mètres de profondeur, les herbiers se développent assez facilement. Mais plus profond, la lumière n'est plus suffisante pour assurer la fonction chlorophyllienne. La température définit aussi la répartition des espèces. Les charasses
pour la plupart, ne supportent pas trop les eaux tièdes. Elles se trouvent donc plus profondément que les potamots et les myriophiles. Mais quand viendront-elles les visiter? Le jour? La nuit? Il est vrai qu'on peut se poser la question si l'on se fie au cycle de la photosynthèse. Grossièrement, on a l'habitude de dire que les plantes produisent de l'oxygène le jour et du dioxyde de carbone la nuit. En regardant cela, on peut se dire que la réponse est toute trouvée. Il faut pêcher les herbiers le jour et les éviter la nuit. Pour ma part, je ne pense pas que l'on puisse être aussi catégorique que cela. D'abord, parce que la carpe est un poisson qui s'accommode le plus au manque d'oxygène. Ensuite, parce que pour avoir vu, en barque et à la lampe frontale, la faune qui peuple les abords d'herbiers la nuit, ça vient à l'encontre d'une logique établie. En fait, il faut tenir compte du brassage de l'eau et de l'échange eau-air en surface. Et si cela était vraiment invivable, y aurait-il autant de micro-organismes, eux aussi consommateurs d'oxygène? Les roselières sont aussi très propices pour la pêche, surtout si le fond au pied de celle-ci est important. Pour avoir longtemps pêché des lacs et canaux bordés de roseaux, de jour comme de nuit, ça plaît aux carpes. Et que là aussi, la concentration de nourriture est telle qu'il est presque impossible que les carpes ne le sachent pas. Les nénuphars ont pour moi ma préférence, et ce toute l'année. Pendant les périodes de chaleur, ils ont la particularité de permettre aux poissons de trouver sous leurs feuilles une eau d'une relative fraîcheur, puisque pour l'avoir mesuré, la température peut varier de 4 à 5 degrés, en pleine chaleur. Leurs feuilles sont un isolant naturel très efficace, mais il va de soi que les invertébrés qui recherchent la même sensation et qui se collent sous les feuilles et le long des tiges sont une réserve de nourriture que les carpes connaissent. Alors vous allez me dire, ouais mais t'as dit toute l'année, mais l'hiver et au début du printemps, pas de nénuphars, ils n'ont encore pas poussé. Ouais, je maintiens toute l'année. J'explique. Lorsque les nénuphars meurent, ils se déposent pour la plupart sur le fond. Les autres sont mangés par les canards et les ragondins, qui en consomment de temps en temps. Cependant, l'ensemble des rhizomes apparents, les tiges et les feuilles décomposées sont des gardes-manger pour une partie du benthos nécrophage qui consomme de la matière en décomposition. Donc si vous connaissez bien le plan d'eau, que vous savez où se trouvent les taches de nénuphars à la bonne saison, je vous conseille de mettre une canne à cet endroit, même en hiver. La mode étant au lancer à méga distance, beaucoup de carpistes oublient trop souvent que leur berge est aussi productive que celle d'en face qu'ils essayent d'atteindre quelquefois en vain. D'ailleurs, pourquoi ne le serait-elle pas? En réfléchissant un peu, si vous étiez posté en face, la berge d'en face serait alors la berge où vous êtes, donc la bonne. Il y en a là-dedans. En prenant un à un les intérêts des berges, que ce soit d'un plan d'eau ou d'une rivière, on s'aperçoit qu'ils sont nombreux. Si personne ne venait troubler la quiétude naturelle des berges d'un plan d'eau, on y trouverait certainement la plus grande concentration de la faune aquatique. Et ce, quelle que soit sa superficie. Une bordure à elle seule centralise souvent une grande quantité d'atouts, qui ne sont accessibles aux carpes que la nuit, dès que le silence est revenu. Certes, lorsqu'elle possède herbiers, enrochements, arbres immergés, le carpiste est enclin à y déposer un montage. Mais sans cela, il est difficile de faire admettre que les carpes viennent flâner le long des berges totalement dépourvues du moindre obstacle. Et pourtant, bon nombre de mes prises se font de cette manière. Simplement parce qu'elles y passent pour aller d'un point à un autre et que je vous rappelle, pour ceux qui ont vu la majorité de mes vidéos, que l'opportunisme est un des facteurs prépondérants de nourrissage d'une carpe. Un vent soutenu qui frappe la berge où l'on est posté est souvent porteur de sensations si l'on sait utiliser son action mécanique sur la berge. L'érosion naturelle qu'il produit trouble l'eau sur une distance souvent proportionnelle à sa force. En plus, il agite le fond et met à la vue des carpes et autres poissons le benthos généralement dissimulé. Et comme le vent qui souffle face à une berge produit un courant inverse dans l'eau, les poissons ne sont généralement pas loin de la zone qui délimite le trouble du clair. Un atout indéniable pour le pêcheur est de s'informer sur les vents dominants et de prendre en compte le caractère de ceux-ci en fonction des saisons et des régions. Car il n'est pas forcé qu'un vent du nord dans le sud de la France soit plus mauvais qu'un vent du sud dans les Ardennes en été. Le soleil est aussi à prendre en compte car au fil des saisons, il se peut qu'une berge soit un hotspot le matin et devienne totalement improductive le soir, ou inversement, et ce en fonction de son degré d'ensoleillement. Pour des raisons simples que je vous laisse analyser seul, vous comprendrez que l'été, les berges les moins productives sont souvent les plus ensoleillées, alors que c'est tout le contraire en saison froide. Dans tous les cas, ne pas mettre votre bivy trop près de l'eau si la berge où vous êtes est pêchable. Certes,
un rod-pod dans l'eau est du plus bel effet d'un point de vue photographique, mais c'est une grosse connerie à éviter le plus souvent possible. Et surtout, restez le plus discret si la pêche se passe près de votre campement. Alors quand je dis discret, on se comprend, non? Alors allez voir la vidéo que j'ai faite sur le bruit. Par définition, ce sont des nids à poissons. La plupart du temps, par le mot obstacle, on désigne des arbres morts immergés, mais d'autres matériaux naturels ou non peuvent avoir la même fonction. Anciennes piles de ponts et autres vieilles bâtisses qui hantent le fond de nombreuses rivières et lacs de barrage. Les carpes se servent de ces obstacles comme zone de tenue ou de nourrissage. Si l'on arrive à déterminer cela, l'exploitation du poste sera meilleure. Alors pitié, il faut éviter de massacrer une zone de tenue en la criblant de montage, car vous n'arriverez qu'à faire fuir tous les poissons du coin et vous resterez avec un bel obstacle, certes, mais il vous sera totalement inutile puisque désert. Compris? J'ai rien entendu. Bon, ok, on poursuit. Il vaut donc mieux trouver une zone de nourrissage car elles y viendront tôt ou tard et elle sera certainement visitée par plusieurs groupes de carpes différents, ce qui augmentera vos chances de capture. Pour l'anecdote, lors d'une pêche au lac de Castelnau-Lassou avec mon ami Christian, nous avions trouvé une zone de tenue avec de nombreuses carpes se faisant bronzer en surface, protégées par l'enchevêtrement des branches d'un arbre mort. À la vue de cela, nous étions heureux d'avoir trouvé un hotspot aussi fourni. En 5 nuits de pêche, la canne que nous avions mise à proximité de l'obstacle n'a pas eu le moindre bip, alors que toutes les autres, situées de part et d'autre de cet obstacle, près d'enrochements qui semblaient être de formidables zones de nourrissage, ont généré près de 30 poissons pendant la même période, et ce, dès la tombée de la nuit. Tous ces postes étaient situés entre 10 et 40 mètres de la tenue. Et tous les jours, les carpes étaient de nouveau en poste près de l'arbre, même certainement celles que nous avions déjà prises, puisque totalement sereines dans cette zone de confort. C'est aussi pour mettre en avant que les nombreuses carpes que l'on pouvait voir n'étaient que la partie visible du groupe. Imaginez donc si nous avions pilonné cet obstacle. Le capot allait être notre seul trophée. Pour ceux qui sont proches de la surface, une bonne paire de lunettes polarisantes permet souvent de les mettre en évidence. Pour les autres, en arrivant sur le lac, vous pouvez aussi vous faire aider par les oiseaux plongeurs ou votre sondeur. Un haut fond est une oasis au milieu d'un lac. Les hauts fonds centralisent souvent sur leur pente, ainsi qu'à leur sommet, s'ils ne sont pas trop près de la surface, une diversité de faune et de flore très prisée par les carpes. De par son emplacement, un haut fond a toujours une pente exposée au soleil et au vent, et ce, quel que soit le moment de la journée et en toute saison. Ceci est donc propice au développement d'herbiers et à la colonisation de nombreux micro-organismes qui constituent le benthos, nourriture naturelle des carpes. En fonction de la période de l'année et même de la journée, il se peut que ce ne soit pas le même côté qui soit productif. À vous de suivre ces changements. On entend souvent parler de la thermocline, cette couche d'eau uniforme qui officie dans tous les grands lacs de barrage. Il est vrai que bien que la vie aquatique colonise tous les étages, la thermocline permet à certains organismes sensibles qui suivent ces déplacements, de bas en haut, de ne pas subir de trop grandes variations de température. Il n'est donc pas étonnant que les carpes puissent en faire de même pour se nourrir. Pour permettre de comprendre, sachez que quelle que soit leur superficie, les étendues d'eau étangs, petits et grands lacs ne sont pas simplement des réservoirs d'eau uniformément mélangés. En réalité, elles sont régies par des processus relativement complexes qui varient de façon saisonnière. Mais les changements les plus marquants se font surtout dans les lacs de profondeur importante, ce qui est le cas dans les grands lacs de barrage. Dès le printemps, l'eau se réchauffe en surface sous l'influence des premiers rayons du soleil et du réchauffement de l'atmosphère, et avec la profondeur, le soleil a de moins en moins d'effet. Dès lors se forme une barrière de turbidité s'opposant au mélange vertical des eaux. Il s'agit de la thermocline. En termes simples, c'est une couche d'eau de quelques dizaines de centimètres qui sépare l'eau de surface de l'eau en profondeur. Ce phénomène est dû à la différence de densité entre l'eau chaude et l'eau froide. La densité de l'eau augmente à mesure que diminue sa température et atteint un maximum à environ 4 degrés. En dessous de 4 degrés, ce phénomène s'inverse, c'est pour ça que la glace flotte. Cependant, dans les lacs où nous avons l'habitude de tendre nos lignes, les vents forts ont tendance à homogénéiser les eaux en effectuant un brassage qui peut se propager assez profondément. Il est donc souvent très difficile de mettre en corrélation la thermocline avec de bons résultats en pêche. Mais la technologie des sondeurs actuels permet de la définir avec plus de précision. Et lorsque l'on sait lire
les données de son écran de sondeur, on a un réel avantage sur une majorité de pêcheurs. Ça, c'était juste pour vous dire que des vidéos en préparation sur la compréhension de l'image du sondeur sont en cours. J'en profite, c'est de la pub gratuite, et je vous le dis franchement, vous allez encore m'avoir sur le dos pendant un sacré bout de temps. Il est bien évident que chaque chapitre aurait pu être développé encore plus profondément, mais ce n'était pas le but de cette vidéo généraliste. La localisation reste un des atouts majeurs pour que les résultats soient au rendez-vous. Cependant, il ne faut pas non plus négliger le reste. Appât, montage, etc. Car savoir où elles sont, c'est bien. Par contre, dans ce cas, c'est encore mieux de les prendre. Alors bien sûr, si vous avez l'habitude de prendre un poste au hasard sans vous soucier le moins du monde de tout cela, il ne vous reste que la chance pour vous en sortir. Et si cela marche à chaque fois pour vous, je vous conseillerais aussi de jouer au loto. J'espère que cette petite vidéo vous aura intéressé. Si vous êtes satisfait, on pense au petit pouce bleu qui fait plaisir. Et puis comme d'habitude, la petite cloche des notifs. Et pour les commentaires, faites-moi savoir vos impressions. C'est en dessous que ça se passe. À bientôt et gardez la pêche.